Alors. All right. OK. On va donc ce matin parler d'épuration extra-rénale. Vaste sujet que l'épuration extra-rénale, puisque dans les différentes choses qu'on peut aborder ensemble, il y a les grands principes et les indications, mais ça c'est très classique. Il y a les cathéters, et j'en parlerai quand même. Il y a l'hémodialyse intermittente, et puis il y a l'hémofiltration, avec à la fois l'hémofiltration à l'héparine et l'hémofiltration au calcium citrate. Pour l'heure de cours qui vient, on va se focaliser sur ce que nous utilisons dans le service, c'est-à-dire l'hémofiltration majoritairement au calcium citrate, et je vous parlerai quand même de l'hémofiltration à l'héparine, puisque les réglages ne sont pas du tout identiques, afin que vous ayez... Oui, Sébastien, c'est lancé, c'est lancé, je suis en train de le faire là. Ouais, ouais. Ciao, ciao. Voilà. Euh, Bon, alors ça, c'est plutôt pour nos externes. Quelles sont les indications en urgence d'une épuration extra-rénale? L'hypercalémie menaçante, ouais. Alors, quelles circonstances particulières liées à l'oligoanurie? Vous avez le droit. C'est pas grave. Quels sont les rôles du rein qui, lorsqu'il est défaillant, pourraient entraîner une urgence à remplacer avec de l'épuration extra-rénale? Pardon? Alors, ok, l'encéphalopathie urémique, la thrombopathie urémique, mais peut-être qu'avant ça, il y a d'autres choses. Eh bien, vous parliez d'oligoanurie, c'est l'OAP anurique, hein, pour baisser la quantité d'eau et de sel que le... Voilà. Et puis quoi d'autre? L'acidose métabolique, bien sûr, l'acidose métabolique sévère. OK, et vous parliez de l'urée tout à l'heure. Donc, OK, l'hypercalémie menaçante. Menaçante, on entend par là quoi? La valeur absolue, mais parfois plus que la valeur absolue. Quand on dit menaçante, c'est qu'il y a... Voilà, OK. L'acidose métabolique sévère, on a pu dire l'OAP chez le patient qui est anurique. Et puis ça, vous ne l'avez pas du tout dit, l'élimination de certains toxiques, hein, qui sont éliminés normalement par les reins. Je pense au lithium, à la metformine notamment. Et puis l'urée, alors oui, effectivement, on peut parler un petit peu de l'urée. Alors, il y a deux grands principes d'épuration extra-rénale, que sont l'hémodialyse et l'hémofiltration. Et de façon très schématique, l'hémodialyse utilise un principe dit de diffusion. Vous avez une membrane semi-perméable qui est représentée schématiquement ici. Vous avez le contenu du sang qui a tout un tas d'éléments qu'on souhaite garder dans le sang, les éléments figurés du sang, notamment les protéines et puis certains électrolytes, vitamines. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir un liquide dont vous allez contrôler une partie du contenu, le pH notamment, la concentration en sodium, et par gradient de pression, de concentration plutôt, excusez-moi, par gradient de concentration entre les deux secteurs, vous allez avoir une diffusion au travers de cette membrane semi-perméable, qui est notre hémofiltre, entre là où c'est le plus concentré vers là où c'est le moins concentré, jusqu'à ce qu'il y ait un état d'équilibre, et ce liquide-là, qui est donc le dialysa, va être éliminé. L'hémofiltration, le principe fondamental de l'hémofiltration, c'est de la convection. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous avez donc toujours votre sang qui a son contenu qui est là. Vous avez toujours une membrane semi-perméable, mais vous allez appliquer une pression au travers de cette membrane semi-perméable pour éliminer une partie de ce liquide-là qui va aller là et qui va être jeté. Hein. Ça s'appelle donc de l'ultrafiltrat et ça va être jeté. Et ça aura, en termes de concentration,
la même concentration que ce qui est là. On va appliquer une pression et éliminer tout ce qui passe par les trous. Et ce qui passe par les trous, bah, c'est des choses suffisamment petites pour passer, mais typiquement les éléments figurés du sang, les globules rouges, les plaquettes, les leucocytes ne vont pas passer, et les grosses protéines ne vont pas passer. Mais ce qui sera plus petit va passer, et j'entends par là bah, tous les électrolytes, hein, notamment. Alors un hémofiltre, c'est un objet fragile, de haute technologie, qui contient de très nombreux, des milliers de fibres, je crois que c'est 15 000 à 20 000 fibres qui sont positionnées en parallèle et qui sont poreuses. Elles ont des trous et selon le type d'hémofiltre, eh ben, la taille des trous sera différente, elle peut être plus ou moins gros. Euh, et quand je dis que c'est fragile, c'est que ben, ces fibres-là, si vous tapez dessus comme un fou furieux, vous allez abîmer ces dizaines de milliers de fibres qui sont toutes alignées les unes avec les autres, au sein desquelles vont cheminer le sang. Le sang va passer là-dedans, et autour desquelles il y aura soit un liquide de dialysa, soit l'ultrafiltrat, autrement dit, ben, le contenu du sang qui aura été poussé en dehors de la fibre et qui sortira autour. C'est du sang qui passe dans des fibres de tout petit calibre, 15 à 20 000 d'entre elles. Vous comprenez bien qu'il y a un risque, et qu'il y a un matériau qui n'est pas de l'endothélium vasculaire, vous comprenez bien qu'il y a un risque de thrombose qui est important. Donc, parmi les choses auxquelles il va falloir prêter attention, c'est prévenir le risque de thrombose de ces hémofiltres. Alors, il y a plein d'intitulés différents, et on peut s'y perdre. Et je vous propose de les revoir en revue tranquillement. La CVVH, c'est quoi? C'est l'hémofiltration, absolument. Continuous Venous Hemofiltration. C'est pour ça que je vous ai mis la représentation du café. On applique une pression et on va filtrer le café et on va garder le marc de café au fond. OK. CVVH DF, ouais, c'est les deux. C'est un principe d'hémofiltration auquel on va rajouter un principe de dialyse supplémentaire. Mais à la base, c'est quand même un principe d'hémofiltration et on rajoute un dialysa qui va rincer qui va être autour de nos fibres. Le CVVH-D, c'est de la dialyse en continu. Continuous Venovenous Hémodialyse. OK? C'est le sachet de thé. C'est de la diffusion. HDI, c'est l'hémodialyse intermittente. C'est ce que la plupart d'entre vous qui ont fait de la salle connaissent. C'est l'insuffisance rénale chronique terminale dialysée qui a sa fistule ou son cathéter de Carnot et qui est dialysé 3 fois par semaine sur son cathéter, des séances habituellement de 4 heures. C'est l'hémodialyse intermittente. Ils font ça en 4 heures et tous les 2 jours et ça permet ben, d'avoir l'équilibre souhaité. OK? Donc, retenons ces deux grands principes fondamentaux que sont l'hémodialyse intermittente qui est de la diffusion et l'hémofiltration qui est de la convection. C'est deux façons de faire de l'épuration extra-rénale qui est différente. Alors, un mot sur les cathéters, parce que le cathéter en hémofiltration ou en hémodialyse, il est fondamental. Et la bonne qualité d'un cathéter fera la qualité de la séance d'épuration extra-rénale. C'est un cathéter de bon calibre, qui est placé au bon endroit et qui est bien géré. Si on revoit, alors pour nos externes, le cathéter, il a deux lumières. Une lumière qui est plus proximale, une lumière plus distale. Il est dans un sang veineux, hein, donc avec un flux qui va aller, disons, dans ce sens-là. Le cathéter proximal va aspirer le sang, le cathéter distal va réinjecter. Et pourquoi on ne fait pas dans l'autre sens? Pourquoi on ne fait pas dans l'autre sens? Exactement. Sinon, il y aura ce qu'on appelle de la recirculation. Si on aspirait ici et qu'on rejetait là, ben on risque effectivement d'aspirer du sang qui a déjà été traité, hein. Donc, on va traiter moins de sang au final. Et effectivement, un des messages clés de ce topo, c'est on n'invertit pas les lignes rouges et les lignes bleues. Alors, le cathéter, je ne vous fais pas l'affront de vous dire que ça se pose sous échographie et proprement. On ne les met pas en sous-clavier, hein, parce que ça donne des sténoses et que potentiellement, si le patient devait développer une insuffisance rénale chronique terminale ultérieure, on ne pourrait pas créer de fistule artério-veineuse. En première tension jugulaire interne droite, pourquoi? C'est plus direct, c'est droit au but, hein.
donc ça veut dire qu'il n'est pas coudé. Et puis, truc important quand même, hein. Alors c'est plus propre, oui. Alors là, on revient sur l'étude 3 sites du New England il y a maintenant un certain nombre d'années sur est-ce que c'est plus propre de mettre en jugulaire ou en fémoral selon le BMI du malade. Mais effectivement, en jugulaire, on a tendance à préférer ça. Non, c'est sur les variations de volémie, hein. Il sera dans le territoire, il sera à cet endroit-là. L'extrémité du cathéter sera à la jonction entre la veine cave supérieure et l'oreillette droite. Et les variations de volémie chez les patients sérieusement choqués seront moins prégnantes ici, où on est vraiment dans le territoire central, que si on mettait un cathéter au niveau fémoral. Même si au niveau fémoral, rappelez-moi la longueur du cathéter, bon, c'est écrit sur la diapo, mais il faut un cathéter long, 25 cm en fémoral. Et ici, il y en a jamais. Eh ben, c'est pas bon. Il va falloir qu'on fasse. Eh ben, il faut qu'on en ait des plus longs. Puisque en fémoral, si vous êtes trop distal, le rapport entre le calibre de la veine et le calibre du cathéter peut faire conflit, surtout lorsque vous avez un patient sérieusement choqué avec une fuite capillaire importante où la volémie est possiblement basse et vous allez avoir la paroi du vaisseau qui va se collaber contre le cathéter. Et ça entraîne des dysfonctionnements et ne permet pas d'avoir les débits sanguins souhaités et fait que la séance d'épuration extra-rénale ne sera pas efficace. OK. Donc voilà, en un mot comme en mille, retenez, on n'inverse jamais les lignes. La ligne bleue, la ligne rouge, c'est quoi? Yes. Donc qu'est-ce qui sort du malade? Ce qui sort du malade, c'est la rouge. C'est le rouge qui sort du malade. Hein, ça, c'est du sang qui sort du malade, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'artère, même si, qu'on soit clair, on parle d'un cathéter qui est dans le territoire veineux. Donc que ce soit rouge ou que ce soit bleu, c'est du sang veineux. Hein. Donc ça aspire, c'est la rouge, ça réinjecte, c'est la bleue. Ok, donc un cathéter bien mis. Je vais passer sur l'hémodialyse intermittente puisque dans le service, nous n'avons pas de circuit d'eau osmosée, qui est le circuit qui permet d'avoir un dialysat avec un débit important, avec de l'eau qui est apyrogène, pardon, je crois qu'on dit, qui a un contenu parfaitement contrôlé. Nous n'avons pas ça ici. On fait que de l'hémofiltration. Je vais donc passer sur l'hémodialyse intermittente pour parler de l'hémofiltration. C'est donc un principe dit de diffusion, convection. Convection, c'était presque dit en chœur, c'était beau, ça m'a un peu ému. La convection va faire qu'on va appliquer une pression sur notre hémofiltre, schématisé ici avec le sang dans le compartiment du haut, notre hémofiltre qui est cette ligne pointillée parce qu'il y a des trous, et le liquide ici qui est donc l'ultrafiltrat. Cet ultrafiltrat est jeté. OK ? Une autre représentation schématique là, vous avez le sang dit d'artère qui sort du malade, qui va arriver dans notre hémofiltre. On applique une pression, ça donne cet ultrafiltrat qu'on jette et il y a du sang veineux. Alors, ce que vous comprenez bien quand on dit ça, c'est que là, on va jeter un volume conséquent de liquide chaque minute. Et vous imaginez bien que si on ne remplaçait pas ce liquide, très rapidement, le patient se retrouverait hypovolémique. Un réglage classique de dose d'ultrafiltrat en hémofiltration, c'est de l'ordre de 35 millilitres kilo-heure. Si vous faites perdre au malade 35 millilitres kilo-heure, 7 x 3, 21, il perd 2 litres 100 par heure, ce qui pèse 70 kilos. On comprend bien que ça ne va pas pouvoir durer longtemps, cette histoire. OK. Donc, on va remplacer le liquide qu'on jette, l'ultrafiltrat, par un liquide dont on maîtrise parfaitement le contenu. Ce liquide, ça s'appelle... Alors, c'est un liquide de substitution et qu'on va pouvoir administrer au patient à deux endroits différents. On va pouvoir l'administrer avant le filtre, ici, et on va pouvoir l'administrer après le filtre, ou les deux en même temps, ou que l'un des deux. Okay, on parlera après de pourquoi faire l'un ou pour l'autre. On va pouvoir faire partir des petites molécules. Donc évidemment, il y a l'eau qui va partir, il y a les ions, il y a l'urée, il y a la créatinine. Et puis aussi, il y a certaines protéines de l'inflammation. À une époque, on pensait que dans le choc septique, éliminer les mauvaises humeurs, toutes les cytokines pro-inflammatoires, améliorait le pronostic de nos patients en état de choc septique. On verra un peu plus tard que ça n'est pas le cas.
Euh, mais en tout cas, on va éliminer plein de choses. Et les trous, retenez, qui sont un petit peu plus gros que ceux d'une hémodialyse intermittente. Voilà une autre façon de le représenter. L'ultrafiltrant, on appelle ça aussi l'effluent. Alors, il y a tout un vocabulaire quand on parle d'épuration extra-rénale, hein. L'artère, en fait, c'est du sang veineux, mais qui est la voie qui sort du malade. La veine, du sang veineux qui retourne vers le malade. Le liquide de réinjection qu'on peut mettre en pré-filtre, pré-dilution, pré-pompe sang. C'est comme ça que c'est affiché sur les moniteurs Baxter de Prismaflex et Prismax que nous avons dans le service. La réinjection qui peut se faire en post-filtre ou un peu en pré, un peu en post, c'est ce qu'on appelle de la post-dilution. Et l'ultrafiltrat qui s'appelle aussi de l'effluent. Et c'est ça qu'on jette. OK? Alors, vous avez vu ici que je vous ai représenté des globules rouges qui, initialement, ils sont peinards, ils sont dans leur petit bain avec de l'eau, du sodium, du potassium, du chlorure, de l'urée, de la créate. Puis, on va éliminer de l'eau, puis on va éliminer de l'urée, de la créate. Et puis, à la fin, les globules rouges, là, ils sont un peu serrés, quoi. Ils sont un peu serrés les uns contre les autres. Et donc là, le risque important, vous imaginez, ça va être la thrombose. OK. Alors, ce liquide de réinjection qu'on va pouvoir mettre ici ou là, il y en a deux types principaux, le phoxylium et l'hémosol B0. On dit B0 parce qu'il y a zéro de potassium. Ok. Les grosses différences, c'est que il n'y a pas de potassium dans l'hémosol B0 et il n'y a pas de phosphate. Ok, on retient ça. Dans les deux, il n'y a pas de glucose. D'accord? Donc vous allez aspirer 2 litres de sang du malade qui contient du glucose, à la glycémie du malade. Et puis vous allez réinjecter un soluté sans glucose, donc un risque que vous pouvez observer, ce sont les hypoglycémies. Vous voyez d'ailleurs que la quantité de chlorure, elle est faible, elle est relativement physiologique, hein, puisque l'anion qui n'est pas du chlorure est remplacé par du bicarbonate et un tout petit peu de lactate dans l'hémosol B0, mais c'est quand même majoritairement du bicarbonate. Alors ça, c'est votre machine, ça c'est une Prisma Flex. Euh, et c'est quand même important de savoir à quoi servent toutes ces pompes. Celle la plus centrale, la plus grosse, c'est la pompe 100. Ok. Si cette pompe ne tourne pas, c'est qu'il n'y a pas de débit sanguin. C'est un gros problème. Le circuit risque de thromboser rapidement. Donc quand cette pompe-là ne tourne pas, il faut très rapidement résoudre le problème. Et puis après, vous avez quatre pompes qu'on peut habituellement représenter avec la pré-pompe sang, qui est ici, l'effluent, qui est là, le dialysa quand on fait du dialysa, mais on peut un peu faire que la réinjection soit ici et là, et puis la réinjection. Mais regardez la machine, ben, on a un patient actuellement dans le service là, qui est en hémofiltration continue. Regardez la machine, regardez les pompes qui tournent, regardez d'où vient chaque produit, où est-ce que ça va. Hein, on suit les fils, c'est bête comme chou, mais c'est très instructif. Et d'ailleurs, il faut que vous sachiez monter un set d'hémofiltration. Alors, je vais commencer par parler de l'hémofiltration à l'héparine. En vous donnant quelques recettes. Je vais peut-être aller un peu vite sur les réglages et la littérature qui sous-tend ces réglages-là, mais si vous souhaitez qu'on en parle plus en avant, on pourra le faire ensemble. Ce qui fait qu'on va épurer le malade, c'est qu'on va faire de l'ultrafiltration. Donc la quantité du traitement, on peut même dire la dose, c'est la dose d'ultrafiltration. C'est de quelle façon est-ce qu'on va épurer notre malade. Ça va être l'efficacité de notre séance d'épuration extra-rénale. OK? Et là, on va être pris entre deux feux. Si on fait une dose qui est faible, ben, ça va être peu efficace. Et si on fait qu'une dose qui est élevée, on va entraîner un risque de thrombose important. Et on va revoir après pourquoi. Enfin, je vais revenir un peu en avant pourquoi. Si on fait une dose d'ultrafiltration qui est très importante, ben, effectivement, on va par unité de temps éliminer beaucoup d'eau, d'électrolytes, de sodium, de potassium, d'urée, de créate. On va être efficace pour notre malade. Mais nos globules rouges, ils vont être d'autant plus serrés à la fin de l'hémofiltre. On est clair là-dessus? OK. Donc, plus vous avez une dose d'ultrafiltration qui est importante, euh, plus vous risquez la thrombose de filtre. Alors, il y a plusieurs papiers, là c'est déjà il y a 25 ans maintenant, 20 versus 35 versus 45 millilitres kilo-heure, parce que c'est comme ça qu'on réfléchit en dose d'ultrafiltration, 100 millilitres kilo-heure. Ils ont comparé 20, 35, 45, et là c'était la survie. Bon, ben, entre 35 et 45, c'était que de la post-dilution. Il n'y avait pas de prédilution.
vous aviez une survie qui était identique, mais il y avait quand même une différence assez notable avec le groupe A20. Donc, vous comprenez qu'on va se mettre plutôt vers ces eaux-là. Il y a d'autres papiers qui comparaient 25 et 40. Vous savez comment c'est en médecine, on dit un truc et puis après on dit l'inverse, ou on revient dessus, c'est un peu l'éternel recommencement de la littérature scientifique en médecine. Là, ils comparaient 25 et 45, et là pour le coup, ils ne voyaient pas de différence de mortalité. Bon. Alors, ils ont testé de l'hémofiltration à haut volume, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Chez les patients en choc septique, on s'est dit on va éliminer les mauvaises humeurs, les cytokines pro-inflammatoires, qui passent par les trous de notre hémofiltre, parce qu'ils sont suffisamment gros pour que ces cytokines sortent, en faisant des doses d'ultrafiltration qui étaient colossales, jusqu'à 100 millilitres kilo/heure. Donc ça faisait que les circuits se thrombosaient énormément, surtout que si tu es patient sceptique, et ben, plus tu es choqué et moins tu vas réussir à faire des débits d'ultrafiltration élevés. On verra après pourquoi, parce qu'on est très rapidement limité par les débits 100, et pour avoir une dose d'ultrafiltration telle, il fallait des débits 100 qui soient colossaux. 600 millilitres par minute, quand vous voyez déjà la difficulté qu'on a à avoir 250 millilitres par minute ou 300 millilitres par minute, pour atteindre 200 ml minute, faut y aller, hein. C'était une charge de travail infirmière phénoménale parce que il fallait changer les poches en permanence. Il n'y avait pas encore les sets d'aujourd'hui, les Prismax qui font les fluents directement éliminés. Puis ils perdaient énormément de vitamines, d'éléments traces. Le glucose, on en parlait tout à l'heure. Ok, tout ça pourquoi? Pour un outcome qui était identique. Donc, certes, ils arrivaient à avoir une différence en dose de noradré, en dose d'interleukine, finalement, pas tellement, et puis en outcome, rien. Là, pareil, ils ont comparé 35-70, pas de différence sur la mortalité, et ça, je crois que c'était également chez des patients en choc septique. Donc, on va retenir, en faisant simple, qu'il est usuel de faire une dose d'ultrafiltration de 35 millilitres kilo/heure. Et que faire un peu en dessous, ça devrait le faire aussi. Mais la réalité, c'est que sur les 24 heures, le patient n'a jamais vraiment 35 millilitres kilo/heure si vous réglez 35 millilitres kilo/heure. Surtout que ça, c'est normalement une dose d'ultrafiltration réelle, efficace. Or, on va très souvent être contraint de mettre du liquide de réinjection un peu en pré et un peu en post. Ce qui va rendre notre dose d'ultrafiltration efficace inférieure à ça. Je vais m'expliquer juste après. Donc, retenez que si vous voulez faire une prescription d'hémofiltration à l'héparine, vous pouvez vous mettre un réglage de dose d'ultrafiltration de 35 millilitres. Alors, comment est-ce que ça se fait en pratique? En fait, sur la machine, on ne règle pas UF. On règle la réinjection. Pourquoi? Parce que la quantité de liquide qu'on va réinjecter au malade n'est ni plus ni moins que la quantité de liquide qu'on va tirer sur la membrane, puisqu'on remplace temps pour temps l'effluent, l'ultrafiltrat, avec notre liquide de réinjection. Ok. Donc finalement, notre dose d'ultrafiltration, c'est quelle est la quantité de réinjection qu'on va faire au malade. Est-ce que déjà ça, c'est clair? Ouais. Ah oui, mais alors on va parler des trucs un peu après. Mais il faut qu'il y ait des messages clairs qui soient donnés. C'est que la quantité de liquide qu'on aspire, c'est la quantité de liquide qu'on injecte. OK. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait faire de la prédilution? Parce qu'en post-dilution, on va être beaucoup plus efficace. Eh bien, parce que avec 35 millilitres kilo/heure, sur des cathéters où on tire 250 millilitres par minute, d'ailleurs, vous voyez l'unité, hein. Le débit 100, c'est des millilitres par minute. Il faut vraiment que ce soit clair dans votre tête. Et la dose d'ultrafiltration, c'est des millilitres kilo par heure. Ok, donc la réinjection que vous allez prescrire, c'est des millilitres par heure. Il ne faut pas se tromper, hein. Eh ben parce que si vous réglez que de la post-dilution, vous aurez très rapidement une thrombose de filtre. On va détailler ça juste après. Alors, donc la dose d'ultrafiltration, on l'a dit 35 millilitres kilo/heure. Et un réglage usuel, c'est de faire un tiers de pré-dilution, 2 tiers de post-dilution. C'est-à-dire que c'est 35 millilitres kilo/heure qui représente pour quelqu'un de 70 kg, 7 x 3, 21, donc 2 litres, je sais pas, 2 litres 3, 2 litres 4. Vous allez faire un tiers, donc c'est 2 litres 4, vous allez répartir un tiers en pré et un tiers en post. OK? Et 2 tiers en post. Le débit 100, vous allez mettre le débit 100 le plus élevé possible. Plus vous avez un débit 100 qui est élevé, plus vous pourrez faire une dose d'ultrafiltration importante et moins vous aurez un risque de thrombose de filtre. Mais ça, ce n'est pas tellement vous qui allez décider. Évidemment, vous décidez du choix du cathéter, la volémie du malade quand on peut l'optimiser,
Le site de pause, on parlait du site jugulaire qui était préférable. Et puis l'état hémodynamique du malade, ça, vous le maîtrisez pas. Un patient qui est très inflammatoire, qui a un endothélium qui est lésé, qui a une fuite capillaire importante, eh bien, il va y avoir un conflit à un moment ou un autre entre le cathéter et le vaisseau. Je voudrais introduire ici une notion fondamentale quand on parle d'hémofiltration, c'est celle de la fraction de filtration. Il faut que vous arriviez à vous schématiser dans votre tête à quoi ça correspond. Qu'est-ce que ça veut dire que la fraction de filtration? Un silence sépulcral dans la salle. Je vais faire les commentaires pour nos auditeurs. La salle est en pleine stupeur. Les yeux sont écarquillés. Aucune bouche n'ose esquisser le moindre mouvement. On se gratte le menton. Tout le monde est dans la plus grande perplexité. Pas facile à dire, perplexité. Ouh là là, perplexité. Alors, c'est fondamental, ça, la fraction de filtration. Ouais, ouais, ouais. Vous avez votre hémofiltre. Une fraction de filtration à 20%, c'est qu'à la fin de l'hémofiltre, vous avez éliminé 20% du sang qui était dans le filtre. Ok. Donc votre sang s'est concentré de 20%. Ok. Vos globules rouges, ils se seront rapprochés de 20%. Eh ben, on sait que pour prévenir une thrombose de filtre, il faut avoir un objectif de cette fraction de filtration de moins de 20-25%. Un hémofiltre, il est censé durer, le constructeur, il dit que c'est censé durer 3 jours. Un hémofiltre, il est censé durer 3 jours. Alors, le fabricant de l'hémofiltre, il dit que tu es censé le changer au bout de 3 jours. Au-delà, il ne garantit pas les propriétés. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les faire durer plus longtemps? Si, on le fait. Et en particulier, tu parlais au citrate. Ben oui, parce qu'en fait, le citrate, c'est tellement efficace, mais on en parlera après, que souvent, les hémofiltres, ils tiennent beaucoup plus longtemps que 3 jours. Mais vous verrez qu'en hémofiltration à l'héparine, surtout quand les patients sont choqués, bah, faire tenir 3 jours, à la phase initiale, c'est tendu, hein. Donc, c'est de quelle proportion vous allez avoir votre sang qui se concentre. On comprend que plus c'est concentré, plus ça risque de thromboser. Vous gardez en tête 20-25% d'objectif de fraction de filtration. Quels sont les déterminants de cette fraction de filtration et comment faire en sorte que notre fraction de filtration soit inférieure à ce cut-off, à cette limite de 20-25%? Il y a deux déterminants principaux que sont la dose ultrafiltration, qui est au nominateur. Plus vous avez une dose ultrafiltration qui est importante, plus votre fraction de filtration sera élevée. Et le débit sang au dénominateur. Plus vous avez un débit sang qui est faible, plus la fraction de filtration sera élevée. Donc si vous avez une dose d'ultrafiltration élevée et un débit sang qui est faible, c'est le meilleur combo pour thromboser votre filtre. Vous voyez par là que quand on a l'ultrafiltration qui va dans un sens, il faut que le débit sang aille dans ce même sens. C'est même plutôt à l'inverse qu'il faut réfléchir. Quand vous avez le débit sang qui baisse, il va falloir que la dose ultrafiltration baisse de façon conjointe, sinon, mécaniquement, mathématiquement, la fraction de filtration va monter. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que les équipes infirmières aient aussi parfaitement compris. C'est que, pourquoi je vous dis ça? Le trait classique, c'est vous avez réglé, le docteur, c'est le champion pour prescrire des trucs, et puis après, il voit un autre malade, il n'est plus dans la chambre. Puis c'est l'infirmière qui est là à régler la machine. Et en fait, son rôle à l'infirmière, il est fondamental, bon, en réanimation au sens large, mais en particulier en hémofiltration, pour qu'ils aient bien compris ce qu'ils sont en train de faire. Parce que si vous avez réglé vos 250 millilitres par minute, c'est ça qui est appliqué à la machine, vous avez mis votre dose d'ultrafiltration à 35 millilitres que l'heure, c'est-à-dire, disons, 3 litres avec 1 litre en prédilution, 2 litres en post-dilution, ça vous fait une belle fraction de filtration qui est allez, à 20%, à 18%. Là, le docteur, il est ravi, c'est comme dans les livres. Et puis, bah, il y a le nursing du patient. Donc, ils vont allonger le patient, ils vont le mettre sur le côté. Et là, il va y avoir tout, 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 tout. Vous la connaissez, cette alarme? OK. C'est l'alarme de pression d'entrée extrêmement négative. La pression dans l'artère qui est extrêmement négative, moins de 150, machin. Donc là, vous entendez un gros clac et la pompe que vous voyez en bas, là, elle a arrêté de tourner. Donc à ce moment-là, le filtre, si vous ne faites rien dans les secondes, je parle de secondes,
je ne parle pas de minutes, dans les secondes qui viennent, ça va se thromboser. Alors, qu'est-ce qu'elle fait l'infirmière? Et c'est normal, elle va baisser le débit sang. Parce qu'elle sait que d'habitude, quand on les met sur le côté, bah forcément, le cathéter, il est un peu plicaturé, ça génère des contraintes, plus le retour veineux n'est plus le même. Donc, on va baisser le débit sang pour aspirer moins. Et quand on baisse le débit sang, ça marche. La pression d'entrée redevient moins négative. Alors, une pression d'entrée, elle est toujours négative, hein, puisqu'on aspire. Ok. Donc, la pression dans la terre, elle est toujours négative. La pression d'entrée, elle est moins négative, ça continue de tourner, tout le monde est content. Tout le monde est content, sauf que si on n'a pas touché à la dose d'ultrafiltration, qu'on est resté avec notre 1 litre en près, 2 litres en poste, en fait, pendant tout ce temps-là, la fraction de filtration, elle est montée à 30%. Et puis, si on oublie de remettre le débit sang comme il faut une fois le nursing terminé, ou que le nursing dure un peu, parce qu'en fait, il y avait à la fois le nursing, puis en fait, il fallait le mettre sur le ventre, et puis il y avait un pansement de tête à faire, et puis pendant tout ce temps-là, bah, on est resté avec notre débit sang qui était faible parce que ça sonnait pas. Au bout de 6 heures, en fait, on va avoir un fil qui thrombose. Et c'est souvent ça qui est pernicieux avec l'hémofiltration, c'est que c'est rarement là tout de suite que ça va se thromboser, mais il faut imaginer qu'il y a un capital en fait dans votre hémofiltre, et vous allez amputer sur ce capital, ça ne va pas se voir tout de suite, les pressions dont on parlera après ne vont pas tout de suite augmenter, et puis c'est au bout de 6 heures, c'est pas l'équipe de jour, mais c'est l'équipe de nuit ou inversement, où là, ben, vous aurez votre pression transmembranaire, votre perte de charge qui va augmenter brutalement, puis le kit va planter, puis c'est perdu pour tout le monde. Donc, il faut bien comprendre que quand on baisse le débit sang, il faut en parallèle baisser la dose d'ultrafiltration. Tant pis, ce sera moins efficace. Mais au final, sur la durée de vie de notre hémofiltre, on sera plus efficace à avoir temporairement baissé notre dose d'ultrafiltration en parallèle du débit sang que de ne pas l'avoir fait, d'avoir maintenu la dose d'ultrafiltration identique et d'avoir un kit qui plante plus précocement. C'est clair ça? Un autre truc intéressant avec la fraction de filtration, c'est qu'elle va être déterminante sur la clairance estimée. Quand vous avez des patients qui sont sous antibiotiques, en particulier les bêta-lactamines, que vous administrez en IVSE, en réanimation, c'est normal, pour des paramètres pharmacocinétiques qui seront meilleurs, une durée de CMI passée, de concentration passée au-dessus de la CMI qui sera meilleure avec une administration antibiotique en IVSE. Vous pouvez vous poser raisonnablement la question, bah, quelle est la dose d'antibiotiques à administrer alors que le patient est hémofiltré et qu'il a une fonction rénale qui est sensiblement modifiée? Eh ben, vous allez prendre en compte votre fraction de filtration. Comment vous faites? Vous utilisez jamais ça? Ben, vous regardez le débit sanguin, vous le multipliez par la fraction de filtration, ça correspond à la clairance de votre malade, une clairance calculée, hein. Bon, la vraie vie, c'est qu'on met full dose d'antibiotiques en IVSE avec la dose de charge quand on branche l'hémofiltration et qu'on va doser les antibiotiques. Et au bout de 48 heures, on va doser parce que bah, vous savez comme moi que le volume de distribution, que pour peu qu'il y ait d'autres assistances type ECMO, VV, VA, en fait, ce qui est estimé, c'est une chose, mais il faut mesurer. Donc on dose les antibiotiques, c'est un message supplémentaire pour doser les antibiotiques. Sur le GPR, pas de données, pas de données, pas de données. Ouais, alors ils te mettent quand même. Tu peux rentrer hein, la hémodialyse dans le GPR. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on a dit? On met full dose et après on dose. Mais l'approximation en faisant un Ouais, calcul de PD, ouais, ouais, absolument. Bah, c'est ça, clairance, fraction de filtration, fois le débit sang. Pourquoi? Bah, fraction de filtration, c'est ce qu'on élimine. Le débit sang, c'est par un volume par unité de temps. Donc, par exemple, si tu as 200 de dévissants et 20% de fraction de hmm, 40 de yes, clairance puisque attention aux unités, effectivement, hein, c'est la clairance, c'est comment? par minute. Yes. Le débit sang, ça tombe bien. C'est en millilitres par minute. Ouais. Exactement. Alors, on parlait de la fraction de filtration pour prévenir le risque de thrombose. Il va falloir anticoaguler votre machine. Et là, il y a deux techniques qui vont se proposer à vous. L'héparine, celle dont on est en train de parler. Là, tous les réglages dont je vous parle, un tiers de près, 2 tiers de poste, 35 millilitres kilo, c'est pour l'hémofiltration à l'héparine. Et on va se mettre un objectif d'anti-DSA HNF ou d'héparinémie de 0,2 environ. Donc on va être pas vraiment sur de l'efficace, mais il faut anticoaguler le malade. Et on branche la seringue d'héparine d'HNF sur la machine, hein, puisque là on aura une concentration qui sera la plus élevée.
Bon, ça, c'était les anciennes feuilles de prescription. Un mot pour dire, est-il utile de rajouter de la dialyse à l'hémofiltration? La réponse est non, sauf situation très particulière. Pourquoi? Parce que finalement, en termes d'efficacité, c'est quasiment pareil que si vous n'en faisiez pas. Vous vous rappelez, un débit de dialyse classique en hémodialyse intermittente, c'est environ 500 millilitres par minute, le double du débit 100, pour ceux qui ont déjà fait de l'hémodialyse intermittente. Si on met un débit de dialysa en hémodiafiltration de 2,5 litres par heure, ça veut dire que l'infirmière doit changer la poche toutes les 2 heures, hein. Si vous mettiez 5 litres, c'est toutes les heures. Ça a fait un débit de dialysa de 40 millilitres par minute, parce que ce n'est pas les mêmes unités. OK? 40 millilitres par minute de dialysa, c'est autant dire que ça fait quasiment rien. OK? Et ces deux techniques ne sont pas additives. Bref, on fait de l'hémofiltration, on ne fait pas de l'hémodiafiltration. En dehors de circonstances hyper particulières, quand on ne peut vraiment pas mettre de débit sang important, qu'on est obligé de mettre des doses d'ultrafiltration hyper basses et qu'on est inefficace, on peut rajouter un peu de... Voilà. Votre fameuse équipe infirmière qui fait le nursing à votre malade ou qui se prépare à le mettre en décubitus ventral, comment faire en sorte que la machine ne s'arrête pas? Ben, vous allez mettre un régime de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait? On va arrêter complètement l'ultrafiltration. On va arrêter, alors le prélèvement patient, je n'en ai pas encore parlé, mais on va en parler à cette occasion-là. Et on va mettre le débit sang au minimum. Minimum, c'est entre 50 et 100 millilitres par minute. Donc la pompe, elle va tourner beaucoup plus lentement. Et ça va faire que même si vous le mettez sur le côté, même si vous le retournez, eh ben, ça va tenir. OK? Ça va pas planter. Ça permet d'éviter que votre machine s'interrompe et vous pouvez tout à fait temporairement faire ça. Et une fois de plus, il est préférable de faire ça plutôt que la machine ne plante et qu'il n'y ait plus du tout de débit. Une alarme en hémofiltration, c'est une urgence. On est à la minute près, on est à la seconde près. Quand il y a votre machine qui s'arrête de tourner, il faut immédiatement comprendre pourquoi. Et j'aurai une partie sur les alarmes juste après. Bon, je passe la recirculation, c'est pas le débit, c'est pas le sujet. Et avant de parler du calcium citrate, je voulais quand même juste évoquer la notion de prélèvement patient. Tu disais tout à l'heure que ce qu'on réinjectait, c'était exactement la même chose que ce qu'on tirait, sauf en fait, dans la situation, on va faire du prélèvement patient. Et là encore, le vocabulaire, il a son importance. En hémodialyse intermittente, quand on veut retirer de l'eau et du sel au malade, on dit qu'on fait de... Eh ouais, on dit qu'on fait de l'UF. Et c'est le cas. On va appliquer une pression à l'hémofiltre pour tirer du liquide. Mais ce n'est pas le principe de fonctionnement de l'hémodialyse intermittente. C'est un complément qui a pour seul objectif non pas d'éliminer plus d'urée, plus de créate, mais de retirer de l'eau et du sel. Ok. En hémofiltration, le principe de fonctionnement, c'est l'ultrafiltration. Et alors, comment on va faire pour retirer de l'eau et du sel au malade? Eh ben, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que au lieu de réinjecter exactement la même quantité, on va en réinjecter un petit peu moins. Donc, ce n'est pas de l'UF qu'on fait, c'est du prélèvement patient. Donc, il est préférable d'utiliser dans le vocabulaire, pour ne pas se confondre, parce que c'est tous les jours qu'on se confond, le terme prélèvement patient. On lui dit, parce que si on dit en hémofiltration, ouais, je lui ai fait 50 d'UF, et 50 quoi en fait? Hein. Donc, c'est 50 millilitres par heure de prélèvement patient. Et qu'est-ce qu'elle fait, la machine? Bah, c'est que simplement, la liquide de réinjection, elle va en réinjecter 50 millilitres heure en moins que ce qu'on tire au malade. OK? C'est du prélèvement patient. Sur l'hémofiltration à l'héparine, est-ce que vous avez des questions? C'est clair. OK. On va passer un petit peu de temps sur le... Ouais, bien sûr. Bien sûr, si tu peux mettre zéro de prédilution, tu le fais. Et comment tu fais pour te guider? Tu regardes ta fraction de filtration. Hein, tu te guides sur ta fraction de filtration. Parce que plus tu mets du liquide en pré-dilution, plus le sang est dilué en amont. Et donc, en fait, dans le liquide que tu vas tirer dans la membrane, c'est du sang, certes, mais aussi du liquide tout neuf qui, lui, ne contient pas d'urée, pas de créate. Donc, en fait, tu es moins efficace. Si tu peux faire que de la post-dilution, c'est parfait. Alors, dans quel cas est-ce qu'on va faire du calcium citrate? Eh ben, dès qu'on peut. L'hémofiltration calcium citrate, c'est
une épuration extra-rénale qui fonctionne par le principe de d'hémofiltration. Simplement, la technique d'anticoagulation est une technique d'anticoagulation dite régionale qui utilise les propriétés du citrate. Le citrate, c'est un acide fort organique. Lors du cours précédent sur l'équilibre acido-basique selon Stewart, et c'est pour ça qu'on a fait les cours dans ce sens-là, on a parlé de ce qu'était ce citrate, qui est un sucre, une chaîne de carbone, qui est un sucre, et qui, vous le voyez, est chargé 3 fois négativement quand il est en solution, et qui est lié, pour être électroneutre, à 3 atomes de sodium. Et lorsque vous allez avoir en solution du citrate, qui est donc du citrate de sodium que vous passez au malade, le sodium, on a dit que c'était un anion fort, il va donc être, son pK est éloigné du pH plasmatique, on fait des petits rappels par rapport à la semaine dernière, et donc en solution, il sera non pas sous forme de sel, mais sous forme ionique, avec le citrate d'un côté, le sodium de l'autre. Le citrate est donc chargé 3 fois mais négativement, et 2 molécules de citrate vont pouvoir lier 3 molécules de calcium, qui est, comme vous le savez, chargé 2 fois positivement. Le calcium ionisé. Donc, on va choper, on va chélater 3 molécules de calcium avec 2 molécules de citrate. Or, le calcium est un cofacteur fondamental de la coagulation. Vous voyez les représentations classiques de la voie intrinsèque et extrinsèque sur la droite de la diapositive. Le calcium, il est nécessaire à tout un tas d'étapes de votre coagulation. Et j'insiste sur le schéma qui est à votre gauche, qui voit, alors K-time, c'est le clotting time, c'est plus le K-time est élevé, plus le patient est anticoagulé. Je crois ne pas dire de bêtises en disant ça. Oui, c'est ça. Et plus le K-time est bas, et plus ça thrombose. Et vous voyez en abscisse la concentration en calcium ionisé. Vous voyez que cette courbe n'est pas du tout linéaire, et que vous avez une pente qui est très raide dans une marge très étroite de concentration en calcium ionisé. Qu'est-ce que ça a comme importance pour nous? Ça veut dire que si vous avez une variation même très faible de concentration en calcium ionisé, vous allez passer d'un stade d'anticoagulation de bonne qualité à une thrombose immédiate. Autrement dit, il faut être très strict sur les bornes du calcium ionisé afin d'assurer une bonne qualité d'anticoagulation. Si vous êtes un peu au-delà des valeurs, rapidement, vous allez thromboser votre circuit. C'est clair ça? Et c'est important d'avoir ce schéma en tête. Donc notre calcium, on va faire en sorte que dans la machine, il soit bas pour qu'on soit sur la partie haute de notre pente et qu'on ait donc une anticoagulation parfaite, que le circuit ne thrombose pas. Comment faire pour avoir un calcium dans le circuit qui soit bas? Eh ben, on va administrer ce citrate. Je vous parlerai de son métabolisme après. J'aurais voulu vous montrer, bon tant pis, il faudrait que je remette le schéma de notre circuit d'hémofiltration, mais dans un circuit monté en calcium citrate, vous avez votre sang qui sort du malade. Immédiatement, il y a un liquide qui contient du citrate qui va être ajouté au sang pour anticoaguler le sang dès le début du circuit. Donc dans la voie rouge, vous allez avoir tout de suite le citrate, c'est des poches qui s'appellent régiocytes, qui s'admisent du coup avant la pompe à sang. Donc en pré-pompe sang, c'est du régiocyte. Ok. Puis vous avez la pompe à sang, vous allez faire votre ultrafiltration, et vous allez mettre un liquide de réinjection derrière qui est soit de l'hémosol B0 et puis rapidement on mettra du foxylium quand le potassium sera contrôlé. En gros, l'hémosol B0 qui, comme son nom l'indique, contient 0 millimolaire de potassium, vous l'utilisez quand il y a une hypercalémie importante. Quand l'hypercalémie est gérée, vous allez rapidement passer au foxylium. Hein. Pourquoi faire du calcium citrate? Parce que ça marche. Parce que ça marche tellement bien que les circuits durent beaucoup plus longtemps. On a éminemment moins de thrombose de circuits, moins de charges, même de charges en soins infirmiers, quand bien même il faut faire des bilans sanguins très régulièrement, quand vous avez un circuit qui est équilibré au calcium citrate. Et les situations de contre-indication absolue au calcium citrate sont très peu fréquentes. C'est le patient qui ne sera pas capable de métaboliser le citrate. C'est le patient qui a une dysfonction mitochondriale importante, dans les états de choc septiques notamment, les états de choc septiques gravissimes,
hein. Le choc septique tout court, c'est une très bonne indication à faire du calcium citrate. Mais le choc septique qui fait les hypoglycémies, celui qui a une insuffisance hépatocellulaire tellement sévère qui fait des hypoglycémies, ou qui a une hyperlactatémie mais colossale, on peut se poser la question. Celui qui a une insuffisance hépatocellulaire qui est très sévère, on peut se poser la question. Hein, celui qui n'arrive pas à clearer son lactate, hein, le lactate comme le citrate, c'est un peu, c'est tous les deux métabolisés de la même façon. Donc quand on n'arrive pas à métaboliser son lactate, faut se dire est-ce qu'il sera vraiment capable de métaboliser son citrate, quoi. Ce qui ne veut pas dire que tout patient hyperlactatémique est contre-indiqué à l'hémofiltration au calcium citrate. Euh, mais vous retenez donc les états de choc septique très sévères, les dysfonctions mitochondriales sévères, l'insuffisance hépatocellulaire sévère. Dans toutes les autres situations, c'est une très bonne indication. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin d'anticoaguler le malade. Vous n'anticoagulez que le circuit. Et typiquement, nos patients à nous, nos polytraumatisés, nos traumatisés crâniens graves, qui font une défaillance rénale sévère, notre hémorragie ménagée grave qu'on a en ce moment dans le service, qui est dialysée chronique, ce sont de bonnes indications à faire, un, de l'hémofiltration continue. On verra après pourquoi, notamment sur la vitesse de variation de l'osmolarité plasmatique. Et deux, de faire du calcium citrate parce que vous n'avez pas besoin d'anticoaguler le patient, vous n'anticoagulez que le circuit. Par contre, il faut savoir faire. Parce que si vous comprenez pas la physiologie du calcium citrate, alors là, on risque de faire des grosses bêtises. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de faire. La littérature et ce JAMA de 2020 qui comparait anticoagulation à l'héparine versus anticoagulation régionale au calcium citrate vous montre que la durée de vie des filtres est très largement supérieure au calcium citrate. Vous n'allez pas modifier la mortalité à 90 jours, heureusement, mais par contre, vous allez avoir, tiens, regardez, moins de saignement, j'aurais pu le mettre en rouge, c'est ici, bleeding, 5% versus 17% dans l'anticoagulation à l'héparine. Moins, alors, il n'y a pas tellement moins de transfusion, mais parce qu'en en fait, il ne les transfusait pas pour ces raisons-là. Euh, et la durée de vie que vous voyez de 33 heures versus 44 heures pour l'hémofiltration au calcium citrate. Et encore, on voit quand même très régulièrement des filtres qui durent 4, 5 jours. À 5 jours, on se pose la question, est-ce que vraiment je continue ou est-ce que je laisse ou est-ce que je change le kit? Enfin bref, cette question-là, on se la pose quasiment jamais en hémofiltration à l'héparine. Un patient qui a déjà une indication d'anticoagulation curative, pas un patient sous épaule, un truc comme ça, est-ce qu'il y a un intérêt à rajouter en plus du citrate ou il est bien anticoagulé? C'est la question se pose si tu atteins des fractions de filtration qui sont acceptables avec ton hémofiltration, avec des réglages à l'héparine, pourquoi pas rester à l'héparine. Si par contre tu vois que tu es limité sur tes fractions de filtration, ça vaut la peine de faire du calcium citrate. En tout cas, une anticoagulation à l'héparine ne contre-indique pas du calcium citrate. Maintenant, s'il y a une indication formelle d'anticoagulation et que tu peux anticoaguler ton malade, bon, bah, tu peux faire une hémofiltration à l'héparine. Alors, bon, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Hmm. Bon. Là, tu disais, dans les contre-indications, s'il y a une grosse dysfonction mitochondriale sur un choc Hmm, peptique, hmm, hmm. c'est le cas aussi sur un, par exemple, sur un choc cardiogénique très grave avec beaucoup de lactate, ou c'est spécifique au choc septique? Ben, je dirais que c'est plus spécifique au choc septique. Ben, après, le choc cardiogénique, c'est jamais des chocs cardiogéniques purs. Il y a souvent du CIRS qui s'ajoute à ça. Mais dans le sepsis, la dysfonction mitochondriale, en fait, elle est au premier plan. L'hyperlactate, la grosse différence entre ton choc cardiogénique qui produit du lactate et ton choc septique qui produit du lactate, c'est que dans ton choc cardiogénique, tu as une authentique baisse de la délivrance tissulaire en oxygène. Il y a la baisse de la TaO2, du débit cardiaque. Et que la production du lactate, elle est du moins initialement majoritairement liée à ça, puis dans un deuxième temps, elle va être liée aussi à la dobutamine que tu vas lui mettre ou à de l'adrénaline qui va activer la phosphofructokinase et faire que tu vas produire plus de lactate. Mais le cours sur lactate, je vous le fais plus tard dans le semestre. Donc dans le choc cardiogénique, la production de lactate, elle est majoritairement liée à la baisse du transport artériel en oxygène, alors que dans le choc septique, réanimé, le transport artériel en oxygène, il s'est normalisé. Le débit cardiaque de ton malade, souvent, il est augmenté. Et que la production de lactate, elle est liée majoritairement pas que, on s'entende, à une atteinte de la chaîne respiratoire mitochondriale à une activation de la glycolyse, à plus de dégradation du glucose qui aboutit à une production de pyruvate et donc de lactate plus importante. Donc oui, il y a une différence entre les deux.
On voit le schéma de notre circuit d'hémofiltration. On va faire dans l'ordre. On prend du sang qui sort du malade. Avant la pompe à sang, vous avez votre régiocyte avec une concentration en citrate. Ce que vous allez régler, vous, c'est une concentration de citrate. Ce n'est pas un débit. Vous allez régler une concentration de citrate. Et c'est très pratique de régler une concentration, de dire à la machine, je veux telle concentration, parce que quand vous modifiez le débit sang, la concentration, elle est asservie. Elle va se modifier automatiquement pour que la concentration en citrate, qui va être déterminante sur la qualité de l'anticoagulation, soit la plus stable possible. Vous avez votre débit sang, et les débits sang en hémofiltration au calcium citrate sont beaucoup plus faibles que les débits sang en héparine. Un, parce qu'il n'y a pas besoin, et deux, parce que comme on l'a dit à l'instant, la dose de citrate, elle est asservie au débit sang. Plus vous allez tirer de sang, plus vous allez devoir apporter de citrate. Et votre objectif n'est pas et que le circuit soit convenablement anticoagulé, ça c'est certain. Mais plus la quantité de citrate est importante, plus le patient va devoir le métaboliser. Et plus on aura potentiellement les effets métaboliques du citrate qu'on va détailler juste après. Je continue. Le régiocyte arrive en pré-filtre, en pré-pompe, la pompe à sang, le sang qui va vers votre hémophile. Vous voyez qu'il n'y a pas plus de prédilution que ça, mais ça fait déjà de la prédilution quand même. Votre hémophile, votre effluent, qui va éliminer environ 30% du citrate. 30% du citrate qui est apporté au malade va être éliminé dans l'effluent. Votre hémofiltre, on a le liquide de substitution, qui peut être du foxylium, et, et on va retourner au malade. Et donc là, il y a deux valeurs biologiques fondamentales qu'il faut regarder, qui est le calcium post-filtre et le calcium patient. Et puis vous voyez cette seringue, il est essentiel de parler de cette seringue, c'est une seringue de chlorure de calcium qui a pour but de compenser le calcium, vous l'avez vu en post-filtre, il va être très bas, tout ça est parfaitement antiphysiologique. Vous imaginez bien qu'un patient ne peut pas vivre avec une calcémie ionisée à 0,3 mmol par litre, il va donc falloir compenser le calcium. Le citrate, on règle une concentration. La compensation en calcium, on règle un pourcentage. C'est comme ça que c'est prescrit. Ce n'est pas une concentration, c'est un pourcentage. Alors, le citrate, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est quoi son métabolisme? Le citrate, on a dit que c'était un anion fort organique. Quand le patient est capable de métaboliser le citrate, parce qu'il a des mitochondries qui fonctionnent, un foie qui fonctionne, le citrate va être métabolisé pour faire de la phosphorylation oxydative, de l'ATP, c'est un sucre, et faire du CO2. Donc quand vous apportez du citrate au malade, c'est comme quand vous apportez du bicarbonate, vous apportez du CO2. OK? Il reste les 3 atomes de sodium, puisque c'est du citrate trisodique. Vous vous rappelez de ça? Donc votre citrate, qui est votre acide, votre anion fort organique et métabolisé en CO2 qui est éliminé par la ventilation, reste les 3 atomes de sodium qui vont s'ajouter au stock des cations et augmenter la différence des ions forts. OK? Vous allez entraîner une alcalose métabolique. C'est clair ça? Ça, c'est quand vous apportez beaucoup de citrate. Donc, c'est le cas de... Alors, les termes varient selon les auteurs. Moi, je vous propose de parler d'accumulation en citrate quand vous avez une alcalose métabolique avec trop de citrate. Donc, le patient est capable de métaboliser le citrate. Il fait du CO2, c'est éliminé. Restent les 3 atomes de sodium qui augmentent la différence des ions forts. Vous allez avoir votre alcalose métabolique. OK? Comment on en fait le diagnostic? Ben, on a un patient qui présente une alcalose métabolique sur le gaz du sang. Et comment sait-on qu'elle est liée à un excès de citrate? C'est pour ça qu'il faut faire quotidiennement le dosage du calcium total que vous allez rapporter au calcium ionisé. Donc, vous faites le calcium total sur le calcium ionisé. Si le rapport est supérieur à 2,5, ça vous dit qu'il y a du citrate en excès dans le malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Le calcium ionisé, c'est le calcium libre. C'est celui qui n'est pas lié au citrate. C'est clair ça? Le calcium total, c'est à la fois celui qui est lié au citrate et celui qui ne l'est pas. OK? Si vous avez un calcium total qui a une proportion plus importante par rapport au calcium ionisé, c'est qu'il y a beaucoup de complexes calcium-citrate. OK? Vous avez donc du citrate en excès. S'il y a une alcalose, le patient est capable de le métaboliser. C'est la situation de l'accumulation en citrate.
L'intoxication au citrate, c'est le patient qui n'est pas capable de métaboliser son citrate. Et donc, il aura de la même façon un rapport calcium total sur calcium ionisé qui sera augmenté parce qu'il y a trop de citrate. Simplement, ce coup-ci, le citrate n'est pas métabolisé. Il va jouer son rôle d'acide fort organique et entraîner une acidose métabolique. Une acidose métabolique en diminuant la différence des ions forts. Et souvent, il y a une hyperlactatémie qui peut être associée parce que vous avez une mitochondrie qui ne marche pas. OK? Donc, dans les deux cas, vous avez trop de citrate, mais dans un cas, on est capable de le métaboliser, c'est l'alcalose. C'est pas très grave, il faut baisser la charge en citrate qu'on apporte au malade. Dans l'autre cas, c'est une intoxication au citrate, c'est grave. Il faut arrêter l'hémofiltration au citrate. Enfin, pas dans la seconde. Mais en tout cas, vous allez arrêter d'apporter du citrate, continuer votre hémofiltration pour éliminer, parce qu'en fait, vous avez une acidose métabolique. Donc, si vous arrêtez, le temps que vous rebranchez machin, euh, Parler des atomes, enfin des mm, sodiums, mm, et qu'il y a une alcalose qui apparaît. mm. Et du coup, le calcium, il est parti avec aussi. Et donc, il n'y a pas de d'élévation du rapport. C'est la totale sur série ionisée. Alors, le calcium, en fait, tu l'as compensé en permanence dans le malade. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Le calcium total, il comprend le calcium qui est lié au citrate et celui qui ne l'est pas lié. Et alors, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a trop de citrate dans le malade. Tu vas me dire, mais du coup, pourquoi il n'est pas acide? Non, c'est pas ça. En fait, au début, il est lié au calcium. Et après, quand tu le métabolises, il se sépare du calcium. Quand tu le métabolises, euh, il est lié au calcium, je suis d'accord. Quand tu le métabolises, qu'est-ce qui devient le calcium? C'est ça la question? Alors, c'est une bonne question. Je pense que le calcium, il va retourner dans la circulation, du moins en partie, et il y en a une partie qui va être éliminée par l'hémofiltre. En fait, parmi les arguments qui vont te pousser vers le fait que il y a un truc qui est en train de se passer, c'est que tu es obligé d'apporter plus de calcium. Comme il a trop de citrate, tu es obligé d'apporter plus de calcium parce qu'il y a aussi trop de citrate qui revient au circuit. Et du coup, tu es obligé d'en apporter plus à ce moment-là. Donc, c'est un des trucs qui peut te mettre la puce à l'oreille, c'est que tu es obligé de faire une compensation en calcium trop importante. Le citrate, il va être métabolisé. Il soit éliminé et Oui. que les sodiums, ils soient restés. Parce qu'en fait, ce que tu apportes à la machine, dans le régiocyte, c'est du citrate de sodium. Donc, dès lors que tu apportes du citrate de sodium, tu apportes le citrate qui est éliminé en CO2 et le sodium qui apporte le stock cationique. Mais j'entends que le distinguo entre les deux ne soit pas évident. C'est est-on capable de métaboliser ou non son citrate? Donc tous les jours, on fait un dosage. Ça, c'était parce que c'est la même diapo que je vous ai montré la dernière fois. Le citrate qui est métabolisé en CO2 reste les 3 sodiums qui s'ajoutent au stock cationique et qui augmentent la différence des ions forts. On observe fréquemment dans les autres troubles métaboliques une hypomagnésémie, Mg2+, hein, comme c'est lié au calcium, ça peut aussi lier du magnésium. Dans une moindre mesure, mais ça lie aussi au magnésium, donc on constate fréquemment des hypomagnésémies qu'il faudra surveiller, des hypophosphatémies, des hypokaliémies, et donc la fameuse alcalose dont je vous ai parlé. Il va falloir donc apporter du chlorure, ce qui signifie que quand vous allez supplémenter en magnésium, une fois n'est pas coutume, c'est pas du sulfate de magnésium que vous allez apporter, mais du chlorure de magnésium. Le calcium, c'est du chlorure de calcium que vous allez apporter, parce que finalement, il y a un déficit en chlorure dans cette histoire. Donc, ici, on va apporter du chlorure. Parce qu'on ne souhaite pas le reste du temps, là, du fait de l'augmentation de la différenciation fort, on va vouloir apporter du chlorure. Alors, quels sont les objectifs? Et là, c'est pareil, c'est important de retenir ça, puis on va finir là-dessus. Il y a deux choses. Il y a le calcium post-filtre, on dit le calcium machine, et le calcium patient. Le calcium machine, il a pour objectif la qualité de l'anticoagulation du circuit. Il faut que ce soit clair dans votre tête. Le calcium machine, c'est la qualité de l'anticoagulation du circuit.
On veut que ce soit entre 0,25 et 0,35. Je crois qu'ici, on est entre 0,3 et 0,4. Si je ne dis pas de bêtises, il va falloir que j'actualise ma diapositive. Et en fait, c'est très bien. Entre 0,3 et 0,4, ça ne thrombose pas plus. C'était les réglages d'avant. En dessous, alors, si vous avez un calcium machine qui est au-delà des 0,4 millimolaires de calcium ionisé, quel est le risque? La thrombose, très bien. Quelle va être la conséquence, l'action que vous allez entreprendre pour éviter cela? On augmente la concentration en citrate. C'est clair? OK. Donc, de la concentration à 3 millimoles par litre, vous allez vouloir monter à 3,5 par exemple millimoles par litre. OK. Le calcium machine trop bas, quel est le risque? Alors, mais vous le compensez avec du calcium dans le malade. Une accumulation de citrate. Exactement. Vous apportez trop de citrate. On n'en a pas besoin. Si on n'en a pas besoin, on risque l'alcalose, tout ça. Donc, on ne va pas avoir plus de bénéfices en termes d'anticoagulation. Donc, on va apporter moins de citrate. OK? Donc, le calcium machine, ce qu'on va régler en fonction du calcium machine, c'est la concentration en citrate, la qualité de l'anticoagulation du circuit. Le gaz du sang, d'ailleurs, on le fait en post-filtre parce que ça va refléter le sang jusqu'à la fin du filtre. Si on le faisait en pré-filtre, il y a une partie il y a plus de citrate en pré-filtre qu'en post-filtre. OK. Le calcium patient, c'est la sécurité du malade. Si le calcium patient est trop faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne compense pas assez en calcium. Parce que si vous avez un calcium machine qui est bien, mais un calcium patient qui n'est pas bien, la qualité de l'anticoagulation, elle est bonne. On n'a pas besoin de changer la concentration en citrate. Par contre, on ne supplémente pas assez en chlorure de calcium le patient. Il faut donc le supplémenter. OK. Et ça, il faut que ce soit hyper clair pour vous. Les incréments de citrate, c'est du 0,5 millimolaire. Pour le calcium, c'est entre 5 et 10. D'ailleurs, ici, il y a des paliers de 5 pour des variations plus faibles. Je vais changer cette diapo. Alors, les bilans sanguins. Trop de citrate. Ouais, c'est ce qu'on disait sur la circonstance de l'accumulation en citrate. Les deux en même temps. Tu règles les deux en parallèle. Qu'est-ce qui va te faire dire que c'est le moment d'arrêter complètement le citrate? Et c'est quoi? C'est la sévérité de l'alcalose ou c'est plutôt la sévérité du calcium? Alors, quand tu es obligé de monter en permanence le calcium, il faut quand même te poser la question de comment est monté le circuit. Hein. La seringue de calcium, à quel endroit est-ce qu'elle est branchée? Bon, on parlera de l'aspect très pratique et qui est fondamental sur l'hémofiltration calcium-citrate, parce que vous savez que le diable se cache dans les détails, mais il faut être sûr que la seringue de calcium, c'est bien du chlorure de calcium et pas du sulfate. Vous savez qu'en termes de milliéquivalent, c'est 3 fois moins efficace le gluconate que le chlorure. Il y a plein de petites choses qu'il faut vérifier avant. Il faut voir le débit sang rapporté au gabarit du malade. Chez des patients très obèses, parfois, le débit, il est calculé en fonction du poids du malade. Mais peut-être que pour un patient obèse, ça fait un débit sang qui est trop élevé et du coup une charge en citrate qui est trop importante et peut-être faut-il baisser le débit sang à ce moment-là. Il faut faire des bilans et donc un patient qui est en hémofiltration calcium-citrate a besoin d'avoir un cathéter artériel parce qu'il y aura des bilans artériels très régulièrement. Un bilan avant le branchement pour voir de quel calcium patient on part et corriger le calcium patient à partir d'une calcémie patient qui soit relativement équilibrée. Un premier bilan à 20 minutes après le branchement, c'est dépister les erreurs. C'est typiquement la seringue de calcium qui a été oubliée d'être rebranchée, parce que ça, c'est le risque d'avoir d'authentiques complications sévères. Et tant que ce n'est pas équilibré, on fait un bilan 1 heure après une modification. Et quand on est équilibré, patient-machine, on fait des bilans toutes les 6 heures. Et toutes les 24 heures, on fait calcium total et magnésium. Okay, puisqu'on avait dit que l'hypomagnésémie était fréquente et qu'on faisait le rapport calcium total sur calcium analysé. Alors, dans les petits trucs pratiques, le calcium, on le met sur une voie centrale, uniquement centrale. Hein. Le chlorure de calcium ne s'administre que sur une voie centrale. C'est du chlorure, c'est excessivement vénotoxique. Je vous rappelais, hein, dans le potassium, ce qui est toxique pour les veines, ce n'est pas le potassium, c'est le chlorure. Hein.
Donc, le chlorure de calcium a la même toxicité veineuse que le chlorure de potassium. On le met sur une voie centrale dédiée. Ça cristallise avec d'autres trucs. D'ailleurs, c'est une tubulure plus fine. C'est une seringue qui est mise sur la machine, dont le débit est réglé par nous, par le biais de la machine. Euh, et encore plus en calcium citrate, il est interdit d'intervertir les lignes, puisque le risque de recirculation fait que vous allez avoir plein de citrate qui va potentiellement revenir. Enfin, c'est un bordel. Je passe là-dessus. Et ça fonctionne bien, le calcium citrate. Donc, à partir du moment où vous avez compris comment ça marche, il faut utiliser le calcium citrate. Et un dernier mot sur les alarmes. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une urgence. Et comment est-ce qu'on fait quand on est réfléchi face à une alarme? Eh bien, on fait de façon systématique. Alors, bon, là, c'est juste vous dire qu'une alarme inhibée, non comprise, ça diminue la durée de vie des filtres. Ça fait que si on inverse les voies, on envoie des thrombies dans la circulation. C'est une perte d'efficacité parce que la durée d'épuration extra-rénale sera écourtée. C'est que les médicaments qui sont éliminés par l'épuration extra-rénale ne seront pas en concentration stable. Je pense notamment au traitement antibiotique. C'est que si on perd un kit, c'est environ 200 millilitres, donc environ un kilo globulaire. C'est du temps infirmier et c'est du coût. Bref, il est important de faire durer vos filtres longtemps. Quand vous avez une alarme qui sonne, on réfléchit de façon systématique. Le très classique, c'est la pression d'artère très fortement négative. On part du patient et on suit le circuit. Enfin, moi, je pars plutôt de la machine, mais bon. Imaginons que vous partez de la machine. Vous regardez votre voie, ouais, si, bon, en fait, vous revenez à l'inverse. C'est juste être sûr qu'il n'y ait pas un clan qui soit sur le circuit, qu'il n'y ait pas la voie rouge qui soit écrasée par la ridelle du lit. C'est que vous rapprochez du malade, le clan sur le cathéter ne soit pas enclenché. C'est que la ligne soit bien perméable. C'est qu'il ne soit pas coudé, c'est que la tête du malade soit pas en train d'écraser votre cathéter, c'est que le patient soit pas en train d'être assis avec une pression veineuse très importante, qu'il était en fémoral et qu'il a les jambes qui sont croisées, ou il y a plein de petites choses sur la position du malade. Et puis après, vous allez donc tourner la tête un peu de l'autre côté, tirer un tout petit peu sur le cathéter. Les cathéters sont fixés par une collerette, mais il est mobile. Le cathéter de dialyse, vous pouvez faire de la rotation sur ce cathéter. Vous pouvez le faire tourner à 360 degrés. Donc, si vous avez éliminé toutes les coudures, clampages sur le circuit et que la pression d'entrée est toujours extrêmement négative, vous avez un peu tracté sur le cathéter que ça n'a rien changé, vous avez allongé la tête du malade pour augmenter la pression veineuse dans le territoire cave supérieur, c'était un cathéter en cave supérieur, que vous avez allongé les jambes, vous voyez qu'il y a tout un tas de petites choses à faire, et que la pression d'entrée est toujours négative, vous pouvez faire des manipulations sur le cathéter. Vous voyez que ça arrive assez tardivement dans l'algorithme, mais mine de rien, parfois c'est ça qu'il faut faire. Et hop, là, vous faites une rotation à 180 degrés du cathéter. Et bien, le cathé qui était en train de téter sur la paroi du vaisseau, vous le tournez à 180 degrés, il est dans la lumière et la pression est basse. Vous avez évidemment baissé le débit sang. Mais si vous avez baissé le débit sang, en parallèle, vous avez exactement, puisqu'on fait évoluer en parallèle la dose d'ultrafiltrat et la dose et le débit sanguin. Ok, pression veineuse, c'est la pression qui retourne au malade. Pareil, on réfléchit de façon systématique. Et dernier point, c'est les pressions qui vous alertent sur le risque de thrombose. Et là, il faut comprendre ce que sont la pression transmembranaire et la perte de charge. La pression transmembranaire, c'est la différence de pression entre l'intérieur du capillaire et l'extérieur du capillaire. C'est combien des tout petits trous de l'hémofiltre sont bouchés. La perte de charge, c'est la différence de pression entre l'amont et l'aval du filtre. C'est combien des fibres sont bouchées. Ok. Et donc, les valeurs à retenir, c'est une pression transmembranaire supérieure à 200, ça commence à être beaucoup. 300, il va falloir restituer. Au-delà de 400, la machine ne voudra pas. La perte de charge, si c'est plus de 200, c'est qu'on a plein de fibres. Vous voyez ici des thrombis qui se sont formés sur notre hémofiltre. Ça, c'est une fois qu'on a restitué et rincé. Il y a en fait, on démasque plein de fibres qui sont thrombosées. Voilà, les thromboses de fibres que vous voyez quand vous avez un circuit qui plante. Alors vous avez ici, à cet endroit-là,
le détecteur de fuite de sang. En gros, si vous avez un hémofiltre qui est défaillant parce que dans le transport, le carton a été secoué, l'hémofiltre a été abîmé, vous avez des fibres qui peuvent se péter et une communication entre le sang et l'ultrafiltrat. Et ça va être détecté en disant, bah là, il y a une merde. Le problème, c'est qu'il peut y avoir aussi des médicaments, la rifampicine notamment. Je pense que la vitamine B12, enfin, l'hydroxocobalamine doit aussi marquer parce que c'est très orangé. Quand vous avez le rayon de soleil qui va pile dedans, bon, c'est des petites choses, mais ça peut sonner. Régime de sécurité, je vous en ai déjà parlé. Et on analyse de façon systématique. Right? Bon, entre l'une technique et l'autre, ben, pour nous, en neuroréanimation, la CVVH, c'est le bon système. De bonne tolérance hémodynamique parce que faible variation d'osmolarité. Qui dit faible variation d'osmolarité dit aussi pour le cerveau des faibles variations d'osmolarité des cellules cérébrales. Une gestion de la volémie qui est plus souple. Et bon, ça, c'est moins pertinent pour nous. Le problème, c'est que ça nécessite une anticoagulation, mais avec le calcium citrate, ça résout presque la question. Ça limite considérablement les mobilisations des patients. Ça, c'est un vrai sujet. Bon, le patient qui est très sévère, finalement, la question ne se pose pas trop, mais sinon, ben, quand on est en phase de réhabilitation, on est branché, quoi. Pour la mise au fauteuil, c'est plus compliqué. Pour la déambulation, c'est quand même merdique. Donc, on est obligé de restituer, machin. Ça thrombose, sauf si on fait du calcium citrate, et c'est une charge en soins infirmiers importante, sauf si on fait du calcium citrate, puisqu'on avait vu qu'il y a les kits qui plantaient moins. Et ça coûte moins en calcium citrate. Bref, faites du calcium citrate. Voilà. Y a-t-il des questions de la part de l'Assemblée? Oui, sur les machines, tu as des papiers plastifiés avec les cibles calcium patient, les cibles calcium machine et quels sont les incréments à faire en fonction, ce qui fait qu'elles sont autonomes. Mais ce n'est pas parce que les infirmières comprennent et sont autonomes que vous, il ne faut pas que vous posiez la question. Il faut que vous soyez vous aussi autonome sur ça. En calcium citrate, il y a une prédilution qui est celle du régiocyte. Donc, on ne met pas autre que du régiocyte en prédilution. C'est que le régiocyte. Et d'ailleurs, tu ne modifies pas la dose de réinjection. En calcium citrate, pour un poids donné, il y a un débit sans donné, un débit de régiocyte qui est adapté à la concentration que tu règles, une réinjection qui a pour but d'être aux alentours de 35 ml/kHz de dose d'ultrafiltration et une compensation en calcium. Tu pars d'un réglage de base qui fonctionne pour la majorité des malades et à 1 heure, tu adaptes avec les premiers bilans patient-machine et tu trouves l'équilibre du patient avec ça. Mais tu ne modifieras pas les paramètres autres que la concentration en citrate et la compensation en calcium. Dans le régiocyte, excellente question. Dans le régiocyte, je ne sais pas si je l'ai noté. Ouais, ouais, absolument. C'est pas des volumes ridicules. De litres par jour. Je crois que j'ai pas mis et je ne sais pas, mais je vais regarder du coup. Je pense qu'il y a un peu de potassium dans le régiocyte. Alors non, jamais. Si tu devais rajouter quelque chose quelque part, c'est dans les poches de Foxilium, typiquement du glucose quand tu as des hypoglycémies. Hein, c'est des poches de 5 litres, donc après, vous savez, les abacs de 1,5 ampoules, machin, de G30 pour avoir 5,5 millimoles par litre, machin. Et parfois, exceptionnellement, effectivement, il faut rajouter un peu de magnésium ou un peu de potassium. Mais dans la mesure du possible, on évite de toucher aux poches de réinjection. Mais on ne touche pas au régiocyte. Et la machine, elle prend en compte les débits de régiocytes et de calcium Oui. dans les histoires de perte et tout ça. Oui, elle prend en compte. Ouais. Et bon, dans tout ça, évidemment, on peut régler du prélèvement patient, mais ça, c'est. Bon, bah, il n'y a pas de potassium dans le régiocyte, voilà. Pas d'autres questions? Bon. Eh ben, on va regarder la machine de notre patient et on va décrire l'ensemble du circuit. Et astreignez-vous à
vous posez des questions et il faut que vous sachiez comment être autonome sur les réglages des compensations en citrate calcium pour vos patients. Un peu de littérature. Et puis le prochain cours, je ne sais plus sur quoi je vous le fais, mais le prochain cours, ça repousse un petit peu. Ce sera, ah ben, on va attaquer la série de cours sur O2, CO2 lactate. Donc on parlera un peu de métabolisme la prochaine fois. Bonne journée à tous. Merci. L'adresse